Bonjour, donc voici le deuxième chapitre de ce module sur les biomarqueurs. Donc ce chapitre va couvrir la notion de couple ressources biologiques biomarqueurs. Donc d'abord je reparlerai un petit peu des ressources biologiques, mais je ne vais pas toutes les relister puisque vous les avez vues dans un module au semestre 1 avec différents intervenants. Ensuite, je vous parlerai du couple RB. Alors RB, c'est ressources biologiques biomarqueurs. Et puis, on parlera un petit peu de la veille scientifique. Donc, juste pour rappel, une ressource biologique, alors on utilise différents mots. On utilise le mot biospécimen, échantillon, bioressources, ressources biologiques. Et donc, la définition, c'est que c'est une petite partie d'un organe ou d'un organisme qui est représentatif de cet organe et de cet organisme. D'accord ? Et donc chez l'homme et chez l'animal, hein, je ne vous représente pas dans le végétal, vous irez voir le cours de Monsieur Angelman ou pour l'animal dans le cours de Monsieur Buff. Mais vous avez plein d'échantillons de ressources biologiques, de biospécimens différents. Et donc chez l'homme, par exemple, vous avez le sang total, mais vous allez avoir le plasma, le sérum, les cellules rouges que vous pouvez séparer du sang total. Quand vous faites des prélèvements dans la bouche, vous allez avoir les cellules buccales, mais vous allez aussi avoir la salive, les expectorations, le crachat. Et puis encore, vous avez la moelle épinière, le fluide, les tumeurs, les frottis vaginaux. Voilà, il y a toute une série de ressources biologiques. Et ici, j'en oublie. Hein, par exemple, vous avez les ongles, les cheveux. Donc, un nombre chez l'homme et chez l'animal, un nombre incalculable de ressources biologiques. Chez les plantes, pareil. Hein, entre les semences, les plantes en plein champ, voilà, il y a plein aussi de ressources biologiques différentes. Vous avez des ressources biologiques environnementales aussi, pour faire de l'écotoxicologie. Vous avez des ressources biologiques microbiennes, vous avez des ressources biologiques virales. Donc, en sciences de la vie, il y a une très grande palette de ressources biologiques différentes selon les différents domaines. Donc, il y a une science des ressources biologiques, c'est une science qui n'est pas très connue et très étudiée, mais c'est une science qui vous intéresse, vous, en tant que biobanquier, parce que vous devez être le spécialiste de cette science des ressources biologiques. Et la science des ressources biologiques, c'est la science qui tente de caractériser les ressources biologiques. Et donc, elle va étudier la qualité des ressources biologiques, elle va identifier les étapes de collecte, préanalytique, de stockage qui vont impacter la qualité de la ressource biologique ou qui vont impacter la mesure du biomarqueur dans la ressource biologique. Et donc ça, ces études de paramètres au moment de la collecte, du préanalytique, du stockage, du transport, elles sont différentes pour chaque ressource biologique, pour chaque protocole et pour chaque analyte, donc chaque biomarqueur que l'on souhaite mesurer dans le biospécimen. Donc c'est des domaines qui entraînent des projets de recherche pour bien identifier les caractéristiques d'une ressource biologique. Donc chez l'homme ou chez l'animal, moi je distingue deux types de ressources biologiques. Une ressource biologique qui représente littéralement l'état clinique, donc par exemple la tumeur ou le tissu malade d'une autre maladie. Et puis la ressource biologique de substitution, c'est-à-dire que ce n'est pas le tissu d'origine, ce n'est pas le tissu malade, mais c'est un tissu qui contient des biomarqueurs représentatifs de l'état que vous souhaitez décrire. Par contre, dans ces tissus de substitution, il vous faut être sûr qu'il y a un lien plausible entre le tissu de substitution et le tissu que vous souhaitez analyser.
Donc par exemple, si vous étudiez les cancers de la vessie, eh bien, vous pouvez regarder des biomarqueurs dans l'urine, et l'urine est en contact direct avec la vessie, et on peut imaginer que la tumeur peut relarguer des cellules ou des protéines dans l'urine qui vont être indicatifs de la présence d'une tumeur. Donc là, c'est un lien, vous avez vraiment un lien biologique direct. Ensuite, vous avez des tissus de substitution où il n'y a pas ce lien, ce lien direct. Par exemple, quand on mesure la PSA pour détecter la présence d'un cancer de la prostate, donc la PSA elle est mesurée dans le sérum du patient, là vous n'avez pas un lien direct entre la prostate et le sang. En tout cas pas, enfin, si vous prenez du sang du bras de votre patient, voilà, vous n'êtes pas garantie de la présence du biomarqueur. Mais en tout cas, eh bien, oui, bien sûr, la prostate est irriguée par le sang, elle relargue la PSA dans le flux sanguin, et ensuite vous pouvez, en prélèvement au coude le sang, mesurer la présence de la PSA. Donc voilà, donc il existe plein de tissus de substitution qui sont utilisés pour décrire des états cliniques et qui ne sont pas des tissus représentatifs de la maladie. Voilà. Et il faut que ces tissus de substitution, il y ait une plausibilité biologique de pourquoi on va retrouver un biomarqueur de l'état clinique, mais il faut aussi qu'il soit sensible, c'est-à-dire qu'il faut qu'il contienne suffisamment, une quantité suffisante et stable du biomarqueur. Donc quand vous essayez de conseiller, parce que ça va être souvent votre rôle, en tout cas de discussion avec un chercheur ou un clinicien, de réfléchir à votre couple ressources biologiques biomarqueurs, c'est-à-dire quelles ressources biologiques il me faut collecter ou il faut que vous me fournissiez parce que je souhaite mesurer tel biomarqueur ou je souhaite faire de la recherche sur tel état clinique, sur telle pathologie par exemple. Il faut d'abord, donc comme je l'ai dit, que la ressource biologique que vous proposiez, il y a un lien plausible entre la ressource biologique et l'état physique que la personne souhaite étudier. Donc il y a un lien physiologique que vous puissiez expliquer. Il faut que le biospécimen soit accessible, et là il y a des enjeux d'éthique, c'est-à-dire que, par exemple, vous ne pouvez pas proposer des biopsies de foie pour des études en recherche quand on sait qu'une biopsie de foie entraîne une prise de risque pour le patient, qu'elle doit être conduite dans des conditions très particulières avec des gens, voilà, des médecins qui savent faire cette biopsie. Donc il y a une question aussi d'accessibilité du biospécimen. Et selon le type d'étude, eh bien, vous allez choisir une ressource biologique plus ou moins accessible selon des critères éthiques par rapport aux patients. Ensuite, vous devez avoir des protocoles standardisés de collecte, d'étapes préanalytiques et de stockage, et aussi pouvoir proposer une procédure faisable dans le contexte de l'étude. Vous ne pouvez pas proposer de faire des biopsies de foie dans des villages reculés en Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc il faut proposer, il faut qu'il y ait des protocoles standardisés, mais il faut aussi proposer des protocoles standardisés adaptés au contexte. Et puis ensuite, il faut que vous vérifiez qu'il y a bien un test analytique qui va permettre de mesurer le biomarqueur dans le biospécimen. Il ne s'agit pas de proposer l'utilisation d'une ressource biologique dans laquelle on n'a pas de technologie pour mesurer le biomarqueur. Donc quand on réfléchit au couple ressources biologiques biomarqueurs, il faut bien penser à ces quatre critères. Est-ce que la ressource biologique est plausible ? Est-ce qu'elle est accessible et c'est éthiquement acceptable de la prélever? Est-ce que j'ai des protocoles standardisés disponibles et est-ce que ces protocoles sont adaptés au contexte de l'étude?
notamment de l'endroit du prélèvement, et est-ce qu'il y a un test validé pour mesurer l'analyte que le chercheur souhaite mesurer. Donc ça, c'est le rôle du biobanquier, d'être capable d'avoir une bonne connaissance de tous ces paramètres pour pouvoir s'assurer que la demande du chercheur ou du clinicien est adaptée, ou bien de pouvoir conseiller le demandeur. Pour ça, vous devrez continuellement conduire une veille scientifique sur la science des ressources biologiques et sur les biomarqueurs. Et donc là, je vais vous proposer quelques ressources qui me semblent intéressantes pour conduire cette veille. Une des premières est proposée par le National Cancer Institute aux États-Unis, et c'est le Biorepository and Biospecimen Research Branch. Et ça, c'est un site internet, c'est un site internet du NIH, qui va proposer deux ressources, une sur les biospécimens et une sur les conditions préanalytiques pour le biospécimen. Donc la première sur le Biospecimen Research Database. Donc là vous allez avoir une base de données où vous allez avoir des listes de ressources biologiques avec des protocoles adaptés pour ces différentes ressources biologiques, des protocoles et des articles scientifiques vous décrivant ces protocoles. Donc c'est une base de données d'articles provenant de journaux à comité de lecture. C'est une base de données de Standard Operating Procedure, de procédures opératoires standardisées. Et ce sont des protocoles qui sont basés sur des données démontrées et publiées. Et donc vous pouvez aller sur cette base de données et rechercher le type d'où vient l'information, par rapport à l'information, par rapport au type de ressources biologiques, par rapport au site, donc est-ce que c'est du cœur, du foie, l'organe. Et puis qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez une procédure ou bien est-ce que vous voulez des articles sur cette donc c'est une base de données relativement simple, mais qui apporte un grand nombre d'informations. Et puis vous avez cette autre base de données qui s'appelle Biospecimen Pre-Analytical Variable Program. Et là, on est sur une base de données qui va vous apporter de nouveau des articles sur les études qui ont été conduites par rapport de ce dont je vous ai parlé avant, aux étapes préanalytiques qui impactent sur la qualité de votre ressource biologique. Donc vous allez retrouver des articles sur la durée de stockage, l'impact de la durée de stockage sur les protéines, l'impact de la température de stockage sur les protéines, l'impact du temps que va passer un échantillon de sang entre le moment où il a été collecté et le moment où il aura été processé, séparé et mis en stockage. Quel est le temps optimal pour pouvoir analyser les protéines, l'ARN. Donc voilà, là c'est vraiment une base de données où vous allez retrouver des informations vous disant quels sont les points critiques des protocoles que vous allez mettre en place pour collecter la ressource biologique, pour garantir à l'utilisateur qu'il va pouvoir mesurer le biomarqueur d'intérêt. Donc ça, c'est aux États-Unis. En Europe, il y a une étude qui s'appelle SPIDIA, et qui a maintenant un enfant qui s'appelle SPIDIA 4P. Donc SPIDIA, c'est un projet qui a été financé par l'Europe et dont le coordinateur est l'entreprise Qiagen, et qui regroupe des entreprises et des laboratoires académiques, et dont l'objectif, c'est de développer et d'implémenter des standards pour la collecte et la préparation de matériel biologique humain prélevés pour la recherche et pour le diagnostic. Et donc SPIDIA a développé 9 spécifications techniques qui sont présentes, qui sont relayées par un organisme européen reconnu par l'Europe, qui est un organisme qui s'appelle le CEN,
hein, qui est un organisme qui regroupe les agences de certification des pays. Donc alors en France, l'agence de certification, c'est l'AFNOR. Donc voilà, donc c'est toutes les agences européennes de certification qui sont regroupées dans le CEN. Et donc Spidia les 9 spécifications techniques qu'ils ont développées sont au CEN. Voilà. Et donc maintenant, il y a un Spidia 4P, hein, qui est la suite de Spidia, qui est toujours piloté par Qiagen, et où là, il y a encore plus de partenaires. Et là, l'objectif, c'est de développer 14 autres procédures pour le préanalytique et la collecte d'échantillons biologiques humains. Donc voilà, ça c'est le CEN-TC, hein, c'est le site, je vous invite à y aller. Alors les CEN-TC, TC c'est pour Technical Committee, hein, et le CEN-TC, par contre, les procédures sont payantes, il faut les payer. Mais il est sûr que si vous allez mettre en place une collection très particulière pour des enjeux forts de recherche avec beaucoup d'argent, ça peut valoir la peine d'acheter la procédure. Et donc, c'est le CEN-TC 140 qui est spécifique pour le diagnostic in vitro et où là, vous avez les 9 CEN-TC qui ont déjà été développés par Spidia, donc dans le sang, dans les tissus FFPE, dans les tissus congelés et en métabonomique. Voilà, ce sont différents types de biomarqueurs, hein, les cellules, l'ADN, l'ARN, les protéines, et puis dans différents types d'échantillons. Voilà. Et donc là, je vous donne un exemple du CEN-TC 16862-1 2.2015, hein, qui est une procédure préanalytique pour l'analyse d'ARN à partir de tissus congelés. Et ça, c'est pour le diagnostic in vitro, mais aussi pour la recherche biomédicale et pour les biobanques. Et donc, ça permet d'obtenir un profil d'ARN dans un tissu. Voilà, l'idée, c'est que le profil ARN dans un tissu change selon notamment l'environnement. Et donc, ils ont mis en place un protocole, des procédures standardisées pour s'assurer que vous collectez toujours de la même façon et que vous avez une ressource biologique reproductible dans le temps. Voilà, donc je vous ai donné quelques exemples d'endroits où vous pouvez faire de la veille scientifique. Il y a aussi des agences qui proposent des procédures, des bonnes pratiques, et notamment le NCI, hein, de nouveau, donc ça c'est le National Cancer Institute, IARC, donc ça c'est le International Agency for Research on Cancer, ou on dit aussi en français le CIRCL, le Centre international de recherche pour le cancer, qui édite des bonnes pratiques pour les biobanques et qui sont disponibles gratuitement. ISBER, la Société internationale des biobanques, qui elle aussi édite un livret de procédures de bonnes pratiques. Voilà, et vous en retrouverez dans beaucoup d'agences internationales, nationales. Donc je vous invite à regarder et à conduire une veille tout au long de votre carrière pour bien vous tenir au courant des avancées en termes de procédures et de procédures standardisées. Voilà, donc c'est le rôle du biobanquier, c'est un rôle essentiel dans la recherche, d'être l'expert des ressources biologiques et dans la recherche qu'un biobanquier peut conduire, c'est de conduire des projets en sciences des ressources biologiques, notamment pour caractériser la ressource biologique, mais aussi pour mieux comprendre les différentes parties du cycle de vie de la ressource biologique. C'est-à-dire le cycle de vie de la ressource biologique, c'est la collecte, le préanalytique, le stockage, le transport, donc toutes les étapes critiques qui vont impacter la qualité de la ressource biologique et le biomarqueur d'intérêt. Et donc le rôle du biobanquier, eh bien, c'est d'être capable de conseiller ces parties prenantes pour que les parties prenantes puissent choisir le meilleur couple ressources biologiques biomarqueurs,
Et c'est aussi le rôle du biobanquier de conseiller les meilleurs protocoles pour la collecte, les étapes préanalytiques, la conservation, en fonction du biomarqueur. Très bien, donc je vais m'arrêter là et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.